13h à Cotonou, 12h en temps universel. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Au Bénin, 1h de moins au Togo. Bonjour à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Que doit-on faire pour limiter les naissances en Afrique? Doit-on réduire le taux de natalité pour pallier à ce phénomène? Élément de réponse à suivre dans ce journal. À compter du 3 novembre prochain, toutes les personnes n'ayant pas enregistré leur numéro de téléphone ne pourront plus les utiliser. Vous en saurez davantage sur cette décision. Et puis la page santé de ce journal fera un zoom sur l'AVC, à savoir ses causes et même moyens de prévention. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Place aux détails. Les députés béninois ont retrouvé depuis jeudi dernier le chemin de l'hémicycle. Au total, 12 projets et 4 propositions de loi seront examinés au cours de cette session dont les travaux ont démarré par l'analyse du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Au cours de l'ouverture de la dite session, le président a prononcé un discours invitant les députés à l'amour et à taire tout désir de haine. Quelques députés donnent ici leurs impressions sur le discours de Louis Vlavonou. La première impression, c'est le cours magistral de philosophie que le président nous a donné. C'est bien que de temps en temps, comme ça, les députés prennent de la hauteur sur le quotidien et mènent des réflexions philosophiques aussi importantes. Voilà, moi j'ai aimé. La réflexion jusque-là est restée individuelle puisqu'il n'y a pas eu de débat. Donc forcément, je considère que le président a fait une très très bonne réflexion sur des questions de philosophie. La haine, je propose l'amour. C'est bien beau ce que dit le président. Et cela allait être encore plus beau si la majorité présidentielle appliquait ce qu'on dit. Le problème, c'est même pas la haine, c'est pas au Parlement, c'est la majorité gouvernementale, la majorité et le peuple. Les comportements, les différentes lois que nous votons, est-ce que ces lois vont dans l'intérêt de nos populations? Comme d'habitude, le président, il a une dimension, on va dire, d'écrivain. Et donc à chaque fois, il nous permet de voir l'environnement. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés pour qu'ils contribuent à continuer à jouer leur rôle d'élaboration de lois, il a parlé des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, il en a parlé, d'explication au peuple de ces lois et aussi de contribuer à voter le budget. Vous savez, le président a cette dimension de romancier, comme je le disais, et il est de son rôle aussi en tant que père du Parlement. Quand je dis père, je dis le papa du Parlement, de nous donner aussi ses impressions sur l'ambiance globale. De son perchoir, il a une vue plus holistique, plus globale. Donc il fait une observation, on va dire, à 360 degrés de ce que nous vivons en tant que députés, dans notre rôle et aussi dans nos cœurs et dans notre tête. Nous sommes tous des humains. Et il y a la part d'amour et la part de désamour et même de haine. Le président, pour une fois, de manière spécifique, a touché cela. Ça veut dire que de son niveau d'observation, de son rôle de président de l'Assemblée, il a dû observer certaines réalités. Il a parlé de la haine entre nous, la haine de celui qui peut vous faire de l'ombrage, la haine de celui qu'on n'aime pas ou la haine de celui avec qui on est en compétition. Je vous en touchais un mot en début d'édition. À partir du 30 novembre prochain, le Bénin passera un plan national de numérotation à 10 chiffres en ajoutant le préfixe 01 au numéro de téléphone mobile. Cette date a été communiquée le week-end dernier sur Bip Radio par Hervé Guédégbé, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste Bénin. Les utilisateurs bénéficieront de ce fait d'1 mois pour procéder à la mise à jour de leur répertoire téléphonique. La décision
décision avait été prise lors du Conseil des ministres en sa session du mercredi 6 mars 2024 après les résultats d'une étude sur la nécessité de passer de 8 à 10 chiffres. Cette mutation va s'opérer en fin de mois prochain. La dernière mutation a eu lieu il y a 20 ans, soit en 2005, avec le passage de 6 à 8 chiffres. Il y a le décret qui organise l'identification des abonnés, qui a donné un certain délai. Et ce délai, pour commencer à appliquer le décret, il a fallu mettre en place un certain nombre d'étapes. Vous avez eu plus tard la décision de l'autorité de régulation qui donne des précisions sur l'organisation sur le terrain du processus d'enregistrement. Et cette décision dit aux opérateurs qu'ils ont tel délai pour 6 mois pour procéder à l'enrôlement, l'identification des anciens abonnés. Parce qu'il faut que nous fassions très attention. L'identification des abonnés des services de communication électronique n'est pas un processus spontané qui démarre et qui finit. La problématique, la question de ce qui démarre et qui finit, c'est l'identification des anciens abonnés. Ce qui veut dire que les opérateurs, désormais, depuis ce décret, doivent disposer à tout point où ils vendent des accès aux services de communication électronique, ils doivent disposer d'un service d'enregistrement. Il y a une rumeur et il y a également certaines personnes, des fois, qui sont des prestataires, des opérateurs, qui donnent ce sentiment aux populations que enregistrer les cartes SIM, ça va se faire pendant un temps et on plie les bagages et on s'en va. Non. Ce qui veut dire que tous les jours, celui qui n'a pas enregistré sa carte SIM, il va à un point d'enregistrement, il va s'enregistrer. Donc les points d'enregistrement ne vont pas quitter. Selon le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste Bénin, le passage de 8 à 10 chiffres répond à une étude qui a révélé l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles financiers et de communication entre machines. Tout ceci a suscité la nécessité de créer de nouvelles disponibilités pour répondre aux attentes du secteur. Et à partir du 3 novembre prochain, les anciens abonnés qui n'auront pas enregistrer leur numéro subiront également les rigueurs de la loi. Chaque fois que l'autorité de régulation est amenée à prendre une décision concernant les abonnés, c'est l'évaluation sur le terrain de la mise en œuvre qui permet de prendre les décisions. Et j'ai dit, les points de recensement existent et sont disponibles éternellement. Tant qu'il y aura la réglementation relative à l'enregistrement des cartes SIM, aucun opérateur ne peut avoir un point de vente sans avoir un point d'enregistrement. Ça veut dire que je suis un abonné, je n'ai pas encore enregistré ma SIM. Le point de vente est là et le point de vente sera là tout le temps que la réglementation sur l'enregistrement des SIM au Bénin va exister. La décision qui fixe l'échéance du 30 novembre, la même décision a dit l'autorité de régulation prendra les décisions nécessaires à la fin de cette période en application des tests en vigueur. Et les tests en vigueur disent à l'issue des périodes, que c'est l'autorité de régulation qui décide de ce qui advienne à ceux qui n'ont pas encore enregistré leur SIM. Attendez que l'autorité de régulation prenne sa décision et pendant ce temps, j'invite les populations à continuer à aller enregistrer leur SIM, puisque les points d'enregistrement des SIM ne peuvent plus disparaître tant que l'enregistrement des cartes SIM au Bénin est obligatoire avant le service de communication électronique. Ceux qui n'ont pas encore enregistré leur SIM, qu'est-ce qu'on fait? L'adhésion dit, on les met en réception. Et nous disons, et l'adhésion dit, c'est l'autorité de régulation qui fait son évaluation pour dire, à partir de tel jour, mettez en réception. Faisons le tour de l'actualité toujours au plan national et c'est avec vous, Samuel Kora. On commence cette page nationale avec les informations sur Maxime Adjidowe, un commissaire de police qui avait été arrêté dans une affaire de vol de paille à Karimaman. En effet, le commissaire avait été déposé en prison après avoir été accusé par l'un de ses agents impliqués dans l'affaire d'avoir perçu de l'argent pour mettre en liberté le présumé voleur du paille gardé à vue dans leur commissariat. Selon le policier interpellé dans le dossier, son supérieur hiérarchique aurait perçu 300 000 francs CFA pour mettre en liberté le suspect. Mais lors de la dernière
dernière audience devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le policier ayant dénoncé son supérieur a désormais déclaré avoir menti sous la pression de sa hiérarchie, sollicitant la libération de son commissaire et exprimant le désir de soulager sa conscience. Il faut souligner que dans cette affaire, le commissaire Adjidoé, depuis le début de la procédure, a soutenu son innocence et a rejeté toute implication dans le dossier. Selon sa déposition, il a affirmé qu'il était en formation lors des faits présumés. Le mea culpa de son agent pourrait faire pencher la décision du juge sur la demande de liberté provisoire en sa faveur en attendant le dénouement de la procédure. Le 7 novembre prochain, le juge se prononcera en effet sur la demande de mise en liberté provisoire. Toujours au Bénin, une nouvelle opération de contrôle de taxes et de faux numéros des conducteurs de taxi-moto sera ouverte vers novembre. Cette opération, prévue pour le lundi 18 novembre 2024, a pour but de régulariser la situation fiscale des conducteurs. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou a annoncé à tous les conducteurs de taxi-moto et médians qu'une campagne de contrôle des faux numéros et de vérification du paiement de la taxe d'exploitation débutera le lundi 18 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire communal. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou précise que la taxe annuelle d'exploitation est fixée à 4 800 francs CFA pour les taxis-motos à 2 roues et à 7 200 francs CFA pour les 3 roues, en plus de frais d'enregistrement de 300 francs CFA. Les conducteurs qui n'ont pas encore payé leurs taxes sont invités à se rendre au service de la régie principale des recettes dons fiscales, située à Gbedegbe dans le 13e arrondissement de Cotonou d'ici le vendredi 15 novembre 2024 pour régulariser leur situation. Passé ce délai, les contrevenants seront assujettis à une pénalité de 100% sur le montant de la taxe due et devront également s'acquitter de frais de fourrière pour recouvrer leur moto en cas de saisie. Et pour finir, les agents collecteurs des déchets ménagers seront désormais payés en fonction des prestations fournies. Initialement prévu pour avril 2022, puis janvier 2023, le lancement de cette facturation a été confirmé par le directeur général de la SGDS-SA, Gilles Amoussou, le lundi 28 octobre 2024, lors d'une cérémonie à la base logistique de la SGDS à Abomey-Calavi. Depuis plus de 4 ans, la collecte des déchets était assurée gratuitement par la SGDS. La formule payante prendra effet le 1er janvier 2024 et concernera 5 communes du Grand Nokoué, Porte-Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Semekoji et Ouida. Selon un arrêté interministériel, les tarifs seront établis en fonction des prestations fournies, du type de la propriété et du niveau d'aménagement de la zone. Les coûts varieront entre 3 000 francs CFA et 30 000 francs CFA selon les cas. Et la particularité est que le coût du service sera prélevé sur les factures d'eau et d'électricité. Les redevances seront payées par les ménages via la facture d'électricité, peut-on lire sur le site de la SGDS. Par ailleurs, cette mesure permettra à la SGDS d'obtenir des ressources nécessaires pour poursuivre ses services de gestion des déchets tout en contribuant au développement durable des villes. 13h12, ainsi s'ouvre la page santé de cette édition. L'AVC, communément appelée attaque cérébrale, est une maladie qui touche environ 140 000 personnes chaque année. Mais quand on parle d'AVC, quels sont les différents types qui existent et comment reconnaître la maladie? Au micro de Radio Afrique Santé, le médecin Fiacre Koudjina nous informe. Nous avons l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Chacun de ces types d'AVC ont des causes et des mécanismes différents. Si nous prenons l'AVC ischémique, ce type d'AVC représente environ 80% des AVC. Il est causé par une réduction ou une interruption de l'apport sanguin au cerveau en raison d'un blocage dans une artère. Ce type d'AVC comporte encore 2 sous-types d'AVC. Nous avons l'AVC ischémique thrombotique et l'AVC ischémique embolique. Si nous prenons l'AVC hémorragique, ça survient lorsque lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt, ce qui entraîne un saignement dans le cerveau ou au-dessus du cerveau. Il est le moins fréquent, mais souvent le plus grave. Ce type d'AVC comporte aussi 2 sous-types d'AVC. Nous avons l'AVC hémorragique intracérébral, l'AVC hémorragique sous-arachnoïdienne. Il est préférable de les reconnaître rapidement, car une prise en charge rapide peut limiter les dégâts que l'AVC peut créer au cerveau. Alors, comme signe avant-coureur, nous avons une faiblesse ou un engourdissement surtout d'un côté du corps qui affecte le visage, le bras ou la jambe. Il y a une perte de la vision, soit la vision elle est trouble ou double, qui affecte un ou les 2 yeux. Nous avons des troubles de l'élocution, nous avons des difficultés à articuler, confusion ou incapacité soudaine à comprendre ce que disent les autres. Il y a un mal de tête brutal ou intense sans cause apparente, souvent accompagné de vomissements ou de vertiges. Et le patient a des difficultés soudaines à marcher, étourdissement ou perte de coordination.
Et quelles sont les causes et comment se mettre à l'abri de ce mal qui semble être un tueur silencieux pour bon nombre de personnes? À cette préoccupation, le médecin répond. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque l'apport sanguin à une partie du cerveau est interrompu, ce qui provoque la mort des cellules cérébrales. Alors, comme principale cause, nous avons la thrombose ou l'embolie cérébrale, communément appelée AVC ischémique, qui est due à un caillot sanguin qui bloque une artère cérébrale. Nous avons l'hémorragie cérébrale ou l'AVC hémorragique, qui est causée par la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Nous avons l'HTA, communément appelée l'hypertension artérielle, qui est le principal facteur de risque de tous les types d'AVC. Il y a une pression sanguine élevée qui peut affaiblir les parois des artères, favorisant ainsi la formation des caillots ou des hémorragies. Nous avons les troubles cardiaques et des conditions comme la fibrillation auriculaire, les maladies coronariennes ou l'insuffisance cardiaque qui peuvent augmenter le risque de formation des caillots. Nous avons des facteurs liés au mode de vie. Et quand je parle de facteurs liés au mode de vie, je fais allusion à la consommation excessive d'alcool et au tabagisme. Le fait d'avoir une alimentation très riche en graisses et en sels minéraux, la sédentarité et l'obésité qui sont des facteurs de risque modifiables et qui peuvent contribuer à l'AVC. Nous avons des prédispositions génétiques et antécédents familiaux. Les personnes ayant des antécédents familiaux d'AVC ou certaines maladies génétiques sont plus à risque. Il y a le diabète qui peut endommager les vaisseaux sanguins et favoriser la formation des caillots. Il y a ce qu'on appelle aussi l'hypercholestérolémie, qui est un taux élevé de cholestérol dans le sang qui peut entraîner l'accumulation des plaques dans les artères, augmentant ainsi le risque d'AVC. La prévention de l'AVC repose sur la gestion des facteurs de risque modifiables par un mode de vie sain et un suivi médical approprié. Alors, il faut contrôler l'hypertension artérielle, il faut arrêter de fumer, adopter une alimentation saine, faire de l'exercice de façon régulière et surveiller le taux de cholestérol, contrôler le diabète, limiter la consommation d'alcool, surveiller les troubles cardiaques, maintenir un poids sain, prendre des médicaments préventifs si nécessaire. Et surtout, il faut réduire le stress. Le stress chronique peut contribuer à l'hypertension et aux problèmes cardiovasculaires. Donc, pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga. Ce journal se poursuit et nous parlons d'un autre sujet à présent. Les contrôles de naissance, aussi appelés méthodes de contraception, englobent divers moyens permettant aux individus et aux couples de planifier, retarder ou éviter une grossesse. Faut-il adopter cette politique dans certains pays africains pour répondre aux défis de la croissance démographique? Élément de réponse dans ce micro-trottoir que nous propose Samuel Kora. Oui. Il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances pour pouvoir essayer d'avoir adopter une politique concernant les naissances, le surpeuplement, tout et tout ça. Parce que au fur et à mesure qu'il y a le surpeuplement, on constate beaucoup de changements et on constate beaucoup de problèmes, beaucoup de défis liés à la croissance démographique, liés au financement du pays, liés même à la santé de la population. Et moi, ce qui serait préférable, c'est d'adopter des politiques pour contrôler ces naissances-là dans les pays africains pour pouvoir résoudre ou répondre aux défis de la croissance démographique et essayer un tant soit peu de donner satisfaction à tout le monde. Parce que s'il y a le surpeuplement, on ne pourra pas donner satisfaction à tout le monde dans les pays. Il y aura toujours une baisse financière, il y aura toujours une baisse du changement démographique, de la croissance démographique. Et tout ça, ça agit sur la population. Et c'est un facteur qui ralentit tout ce qu'il y aura comme développement. Pour moi, je ne pense pas qu'il faut contrôler les naissances pour répondre aux besoins de la croissance démographique en Afrique. Parce que je dirais simplement que ce qui est en train de faire la force de l'Afrique et que les gens ignorent, c'est la forte croissance démographique. Déjà, on a une population très jeune qui est disponible à travailler et tout. C'est un avantage pour l'essor de l'économie, l'essor du développement et tout. Si aujourd'hui on décide de limiter les naissances, on va se retrouver dans une population vieillissante, où on n'aura que des gens âgés pour faire des tâches peut-être qui étaient
qui allait être assigné aux jeunes. Donc pour moi, limiter les naissances, c'est pas vraiment important. Il faudra plutôt dire simplement que il faut que les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir beaucoup d'enfants prennent des méthodes de contraception pour en faire peu. Ce qui fait que les gens veulent limiter les naissances, c'est quoi? C'est parce que on se retrouve dans une population où beaucoup de personnes errent dans les rues, ne font pratiquement rien, ou bien des enfants qui sont souvent abandonnés à eux-mêmes, et ça donne vraiment de la peine aux autorités et ils réfléchissent au fait qu'il faudrait peut-être limiter les naissances et tout, mais moi je ne pense pas que c'est un facteur qu'il faut promouvoir en fait. Ok, pour moi, contrôler les naissances ne pourra pas répondre à ce problème de croissance démographique. Parce que d'abord, si l'État veut vraiment répondre à ces défis, il doit d'abord passer par les sensibilisations. Dans la sensibilisation, on sensibilise les femmes. À part, on leur parle de comment il faut faire, et aussi de l'importance d'avoir peu d'enfants, peut-être 2 enfants, et comment les avantages d'avoir 2 enfants. Et aussi on prend les hommes et on les sensibilise aussi. Si on reste chez soi et on se lève, on dit qu'on veut contrôler les naissances, ça ne va pas donner. Mais si déjà on arrive à mettre cette idée dans la tête d'un couple que faut avoir 2 enfants pour mieux les gérer, mieux prendre soin d'eux, mieux répondre à leurs besoins, que d'avoir plusieurs et que de mettre au monde des voleurs, des bandits, des voyous. Si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous êtes à l'écoute du journal sur Radio Afrique Santé. Nous parlons société à présent. Faut-il se baser sur l'âge pour s'engager avec une personne? L'âge dans une relation amoureuse est importante pour certains alors que pour d'autres, cela ne signifie rien. Faut-il donc se fier à l'âge pour s'engager avec quelqu'un? La réponse est à suivre dans ce micro-trottoir. La question d'âge dans une relation, je ne pense pas que ça soit vraiment important. Même si certaines personnes pensent, surtout au niveau de la femme, que la femme doit être plus âgée que l'homme. Moi, je trouve que plutôt c'est un faux problème. L'amour n'a pas d'âge. Tu peux être un homme de 25 ans, avoir une relation avec une femme de 30 ans, de 32 ou bien à 40 ans, ce n'est pas une honte. L'amour n'a pas d'âge. En tant qu'un jeune, et ton partenaire est plus âgé que toi, ce n'est pas une honte. Plus que l'homme ou bien l'homme est plus que la femme, les deux, pas de frontières. La femme qui est plus âgée, plus que son homme, va t'entretenir plus que la femme qui a moins d'âge de ton partenaire. Va voir les gens de haut niveau. Posez-leur la question pour en savoir l'âge de leur femme. Je pense que même si la personne est plus âgée que toi, tu n'es pas un hypocrite, tu peux faire l'amour avec lui, ça dépend. L'amour n'a pas de limite et n'a pas aussi d'âge. Je connais des gens, au moins 1 à 2 à 3 comme ça, et leur femme est plus âgée plus que l'amour est aveugle. Quoi qu'en soit Alpha, s'il y a la vérité entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'âge là. Il y a des gens dans la société également qui ont réduit leur âge, qui ont fait les processus pour réduire leur âge. Comment je me sais si il a réduit son âge ou pas, s'il est mature. Donc l'important c'est la maturité et non l'âge. L'amour n'a pas d'âge. On se met en relation avec un partenaire avec qui on se sent à l'aise normalement. Donc, et si on se sent à l'aise avec un homme un peu plus âgé ou une femme un peu plus âgée que soi, on trouve l'amour, le confort, le soutien et tout ce qui va avec, tout ce qu'il faut pour une relation saine et durable chez une personne un peu plus âgée que soi. Bon, je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait empêcher la relation. Si cela ne tenait qu'à certains, les femmes intellectuelles ne pourront goûter aux joies d'une vie conjugale. Elles sont traitées de difficiles à vivre, de femmes insoumises. De ce fait, certains hommes ont tendance à fuir ces dernières. Qu'en est-il réellement de cette préoccupation? Grâce à Adji est descendu dans les rues d'Abomey-Calavi pour recueillir quelques impressions. Suivez plutôt. Épouser un poème intellectuel, c'est bon, mais ça dépend du niveau que toi-même tu as. Tu n'es pas à un niveau, une femme qui a un bac plus 5 maintenant, et toi tu es CEP, tu vas la poser, et qui est dans une poste de responsabilité comme directrice adjointe, quelque part, là ça ne peut pas aller. Là, nous, ça ne peut pas aller. Bon, il y a dame, oui, mais c'est toi. Parce que elle serait plus intelligente que moi. Et chaque fois, elle serait en train de me désobéir. C'est pour cela que moi, je n'aime pas.
Épouser une femme intellectuelle, moi, à mon humble avis, oui, c'est possible d'épouser une femme intellectuelle, puisque elle maîtrise déjà certaines réalités de la vie et comment ça se passe dans la société, elle connaît déjà tout ça. Donc si une femme est intellectuelle, elle peut comprendre son mari ou bien l'aider, puisqu'il y a des problèmes qui viennent et facilement une femme intellectuelle peut comprendre son homme, contrairement à une femme qui n'est pas intellectuelle. Moi, c'est mon humble avis. Place au sport à présent sur la pelouse verte avec vos Carmen Rodéou. La Confédération africaine de football a publié la liste des officiels en charge de la rencontre du 14 novembre prochain. Un quatuor arbitral sénégalais a été désigné pour assurer la police du match Bénin-Nigeria du 14 novembre prochain afin de garantir le bon déroulement de la partie en général. Cette rencontre qui débutera à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des qualificatifs pour la CAN Maroc 2025. Alors que les Guépards du Bénin ont été battus par les Guêpes du Rwanda lors de la 4e journée, cette 5e journée s'annonce déterminante pour la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Rappelons que sur le même stade de la capitale ivoirienne, les hommes de Gernot-Rohr avaient réussi à battre les Super Eagles du Nigeria sur un score de 2-1. Et toujours avec vous, Carmen, Vinicius Junior du Real Madrid est passé tout près du Ballon d'Or 2024 pour 3 raisons. Grand favori pour être nommé Ballon d'Or 2024, le Brésilien a vu ce titre lui échapper pour 3 raisons bien précises. Alors que toute la planète football s'attendait à ce que Vinicius Junior soit couronné comme meilleur joueur de l'année, c'est finalement Rodri qui a été élu. Pourtant fort de ses prestations en Liga et en Ligue des Champions, la star de la Canarina a vu le champion d'Europe lui passer devant de manière inattendue alors que même le Real Madrid le voyait déjà vainqueur. Même si on se fie aux dernières explications formulées par les médias espagnols notamment, le sacre de l'Espagnol est un peu compréhensible. D'abord, Vinicius Junior paye le fait d'avoir eu d'autres concurrents en guise de coéquipiers. Les votes serrés se sont ainsi répartis et dispersés entre plusieurs Madrilènes et surtout entre Vinicius et Bellingham. Ensuite, il y a le fait qu'en sélection, Vinicius Junior n'ait pas été spécialement brillant, signant une Copa América assez médiocre alors qu'il était supposé être le leader brésilien. Des prestations rédhibitoires sous la tunique jaune du Brésil, là où Rodri a été élu MVP de l'Euro. Et les compétitions internationales sont particulièrement importantes dans ce genre de distinction individuelle. Si Vinicius Junior était le grand favori au mois de juin, les compétitions de club finies, les tournois de sélection estivaux ont un peu changé la donne. Enfin, il y a un autre critère qui a énormément pesé sur la balance et qui a surtout pris du poids cette année, le fair play et l'exemplarité. Souvent considéré comme un joueur provocateur, avec des petits gestes pas spécialement nobles à ses adversaires parfois, et un joueur qui conteste de façon assez véhémente auprès des arbitres, Vinicius Junior a donc perdu beaucoup de points de ce côté-là. Tout le contraire d'un Rodri dont le comportement est plutôt exemplaire. Et puis pour terminer lundi soir à la cérémonie du Ballon d'Or 2024 qui s'est tenue à Paris, le Ballon d'Or féminin 2024 est connu et elle n'est pas une inconnue de ce type de consécration. Aitana Bonmati a remporté le Ballon d'Or féminin 2024. Le milieu de terrain espagnol a décroché le Graal pour la 2e année consécutive après son sacre en 2023. La joueuse de 26 ans est récompensée pour sa saison 2023-2024 où elle a marqué 26 buts et 21 passes décisives en 57 matchs avec le Barça. À 13h28, c'est ici que se referme cette édition sur Radio Afrique Santé. Mise en onde parfait à photo, réalisation Samuel Cora. La présentation, je suis Mathilde Animon. Merci de nous avoir suivis. Annonceur. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin.
Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kassato. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première voie à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62. Radio Afrique Santé, si t'en écoutes partout dans le monde.